Bonjour tout le monde, à toutes et à tous et bienvenue à cette conférence IA pour les RH sur le thématique de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, comme vous avez pu le voir sur l'événement Livestorm, vous avez le plan qui est repris sur cette planche. Je le préciserai dans la présentation un peu plus tard. Donc, cette conférence IA RH, elle est proposée par le groupe de travail RH du Hub Francia. Le Hub Francia, en quelques mots, c'est une association de loi 1901 qui vise à fédérer les acteurs de l'écosystème IA pour permettre le développement de propositions et de solutions concrètes. On regroupe à peu près 150 membres et partenaires pour accélérer l'adoption de l'IA au sein des entreprises et des institutions, que ce soit au niveau national et européen. Et parmi les nombreuses actions menées par l'équipe opérationnelle dont je fais partie, il y a toute une activité autour du pilotage de groupes de travail thématiques qui dépendent des intérêts de nos membres adhérents de l'association. Le groupe de travail RH, justement, eh bien, c'est ce groupe de travail qui vous propose cette conférence. Et donc, ce GT en 2 mots, c'est une vingtaine de membres qui partagent des réflexions sur les questions de l'utilisation de l'IA pour la fonction RH elle-même. Et l'ambition du GTRH est de transmettre un maximum de connaissances et d'expérience à l'ensemble de la communauté RH, mais aussi à toute personne susceptible d'être intéressée par ces sujets. Concrètement, ça se traduit par un travail d'évangélisation permis par les publications mensuelles d'épisodes thématiques de notre livre blanc l'IA pour les RH. Par exemple, les 2 précédents épisodes traitaient de l'onboarding et du recrutement. Et en juillet, c'est-à-dire aujourd'hui, nous traitons de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et nous allons aller encore plus loin ensemble aujourd'hui. Et nous aborderons également à partir de la rentrée 3 autres thématiques RH d'ici la fin de l'année. Tous nos travaux sont accessibles sur notre site internet IA pour les RH. On va vous mettre un petit lien dans le chat, que ce soit nos épisodes écrits, nos témoignages vidéo ou les replays de notre conférence. Et d'ailleurs, cette conférence est enregistrée et à tous les participants qui sont actuellement présents aujourd'hui, vous allez recevoir un email automatique à l'issue de la conférence avec un lien vous permettant d'accéder au replay de cette conférence. Je vais maintenant introduire nos intervenants. Donc, dans l'ordre, nous avons Ella Atmani, qui est cofondatrice et CEO de Palm AI, une startup qui propose une solution IA permettant de piloter le développement du capital humain et d'accélérer la croissance des entreprises. Bonjour tout le monde. Et on va mettre le lien vers le site internet de la société de chacun des intervenants que je vais introduire. Ensuite, nous avons Justine Dima, qui est professeure chercheur au sein de la Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, en Suisse. Nous avons... Ah, c'est bon Justine. Nous avons également Bruno Berstel da Silva, qui est CTO de Decision Brain, une startup qui crée des solutions d'aide à la décision innovantes et personnalisables. Tout ça grâce à l'IA. Bonjour, bonjour. Et enfin, nous avons Kataline Chiobanou, qui est cofondateur et CTO de Boosters, une startup qui propose un moteur intelligent de gestion des compétences afin d'aider les solutions RH à relever les défis liés au métier et aux compétences. Bonjour tout le monde. Voilà pour l'introduction des speakers qui vont intervenir dans la conférence. Avant d'attaquer dans le vif du sujet, donc nous allons aborder la thématique de la GPEC selon 3 phases, Build, Plan et ensuite, pour finir, Develop and Retain. Et un petit rappel à tous les participants, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans l'onglet questions, donc pas dans le chat, vraiment dans l'onglet questions qui est l'icône à gauche de l'icône chat. On va les visualiser côté intervenant au fur et à mesure de la conférence, mais on va plutôt réserver une petite session de questions-réponses à la fin de la conférence et on viendra piocher vos questions pour les adresser aux bons intervenants pour y répondre. Et je donne sans plus tarder la main à Justine qui ouvrira cette conférence par une analyse des enjeux RH pouvant être adressés par la GPEC. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai quelques problèmes de connexion. Peut-être juste Pierre, si tu peux confirmer que tout va bien. On t'entend bien, c'est parfait. Super. Donc, j'essaie de changer de slide. OK.
Donc, peut-être, première chose qui serait importante de faire, c'est de définir qu'est-ce qu'on entend par gestion prévisionnelle de l'emploi, et des compétences. En fait, c'est une gestion qui est anticipative, et préventive, des ressources humaines et qui essaye justement de tenir compte des contraintes et des choix, enfin des contraintes que l'entreprise peut rencontrer dans son environnement et des choix stratégiques également qu'elle fait. Comme ça a été, indiqué, je suis professeure-chercheur, à la HEI-GVD, donc en Suisse. Donc, je tenais aussi à repréciser, à rappeler que c'est une obligation uniquement en France. C'est pas quelque chose qui est présent dans les autres pays. Donc, c'est aussi une particularité qu'il faut considérer. Puis, pour rappel, l'objectif de cela, c'était justement de permettre d'éviter les restructurations qui sont plutôt brutales. Donc, vous pouvez vous demander pourquoi mettre en œuvre une GPEC au-delà de l'obligation de le faire pour certaines entreprises françaises. Eh bien, tout d'abord, c'est le fait qu'on vit une période actuellement assez bouleversée, mouvementée par cette transformation digitale qui est très importante et qui évolue très vite. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'environnement VUCA qui est difficile à suivre. Donc, c'est ainsi critique que les entreprises anticipent au mieux ces évolutions pour essayer justement d'identifier et d'anticiper les métiers qui vont apparaître, mais également les besoins en compétences qui sont liés. Donc, cette GPEC, c'est un outil qui permet de jouer un rôle assez déterminant pour analyser les forces et les faiblesses des organisations et de prévoir au mieux les quelques années à venir. Donc, toutes les entreprises, elles ne mettent pas en place la GPEC pour les mêmes raisons. Et ça va aussi beaucoup dépendre du secteur d'activité, mais aussi beaucoup de la culture de l'entreprise et ses besoins aussi en termes de technologie. Donc, les attentes seront, étant donné qu'elles ne seront pas les mêmes, ce ne sera pas les mêmes façons de créer les référentiels. Puisque, comme par exemple, dans les secteurs où la technologie est au cœur du métier, tout va encore plus vite que dans d'autres secteurs d'activité, ce qui fait en sorte que le référentiel devient très rapidement obsolète. Donc, dans un secteur qui est concurrentiel, comme celui-ci que je viens de nommer, le rôle de la GPEC, ce n'est pas seulement d'observer puis de faire un bilan de ce qu'il y a actuellement dans l'entreprise, mais vraiment, je le souligne, c'est de prévoir les besoins en compétences pour le futur. Il y a plusieurs enjeux qui découlent justement de cette GPEC à 3 niveaux. Le premier, c'est au niveau plutôt humain. Donc là, il est question justement d'anticiper les départs à la retraite, comme par exemple à l'aide d'un outil de pyramide des âges, d'optimiser aussi les processus de recrutement, bien évidemment, parce que c'est une chose d'identifier les métiers et les compétences dont on aura besoin, mais c'est très lié au processus de recrutement pour justement pallier à ces besoins-là. De motiver les collaborateurs en valorisant leurs compétences et en proposant un accompagnement qui est plutôt personnalisé, individualisé par rapport à leur projet professionnel individuel. Également, de ne pas oublier de favoriser la mobilité en interne, puisque le recrutement à l'externe, c'est quand même plus coûteux en temps et en ressources que parfois de le faire en interne. Et puis, on gagne aussi beaucoup sur l'apprentissage que le collaborateur a développé au sein même de l'entreprise. Puis, il y a beaucoup d'autres avantages à cela. Et finalement, d'ajuster les emplois par rapport aux évolutions du métier. Comme je le disais, il y avait d'autres enjeux qui sont liés, qui découlent de la GPEC, dont entre autres les enjeux organisationnels, puisqu'il faut rappeler que l'objectif, c'est aussi d'avoir une meilleure organisation en interne afin d'améliorer les conditions de travail des salariés. Donc, on ne veut pas seulement réussir à les recruter, mais bien sur un long terme de les retenir et de les fidéliser. De réduire les difficultés de transmission des savoirs et savoir-faire afin de ne pas perdre les compétences clés de l'entreprise, parce que souvent, quand c'est des secteurs où il y a beaucoup d'experts techniques ou opérationnels, enfin des experts, souvent leur départ à la retraite ou une mutation ou un changement de carrière soudain fait en sorte qu'on peut rencontrer des difficultés à ce niveau-là. Et puis finalement, les enjeux économiques, bien évidemment, c'est de développer une activité économique structurelle et de mettre en avant la valeur ajoutée de l'entreprise sur le marché grâce aux évolutions qui sont cohérentes de ces métiers-là. Je tiens quand même à souligner que même si ça fait plusieurs années qu'on entend parler de la GPEC, il y a vraiment une grosse évolution qui a été réalisée au cours des dernières années. Donc avant, on était plutôt autour d'une gestion du personnel par des postes ou des emplois, tandis qu'aujourd'hui, on parle davantage de gestion dynamique des compétences orientées potentiel humain.
C'est notamment beaucoup le cas dans la littérature scientifique plutôt anglophone où il parle beaucoup justement de cet aspect dynamique de la GPEC. Donc, on fait maintenant davantage, on se concentre davantage sur le potentiel des personnes plutôt que les diplômes notamment. On fait une prise en compte de l'individu, donc l'aspect plus personnalisé, individuel, pour essayer de valoriser ces compétences-là face à un marché de l'emploi qui est compliqué. Et les emplois sont décrits justement dans une perspective organisationnelle qui est davantage en évolution et dynamique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on essaye de prévoir au mieux les métiers, mais il y a plusieurs études, notamment sur l'impact de l'IA sur l'emploi, qui le démontrent, qu'on connaît très peu ou partiellement ces futurs métiers. Donc, c'est aussi pour ça qu'il y a cette logique d'amener et de mettre au centre l'aspect dynamique de la chose. Ce qui m'amène à faire le lien avec les futurs intervenants de cette rencontre, eh bien, c'est l'intelligence artificielle et la GPEC, c'est un duo gagnant. Parce que, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, en fait, les bénéfices de l'IA pour la GPEC, ils sont extrêmement nombreux. On entend beaucoup dire que c'est une perte de temps, que c'est quelque chose de trop colossal à réaliser, c'est énergivore, la formation n'est jamais à jour dans la GPEC, etc. Eh bien, l'IA, ici, ce qu'elle va permettre de faire, c'est d'essayer d'améliorer l'expérience justement du collaborateur à travers cela, puisque grâce au dynamisme, à l'automatisation de la collecte des données, de la mise à jour, etc., on va vers une version de la GPEC d'un outil qui est grandement amélioré. Et c'est ce que va pouvoir vous présenter, entre autres, les autres intervenants de cette rencontre. Donc, je pense que j'ai respecté mes 5 minutes d'introduction. Très bon timing, Justine. Merci pour cette analyse introductive. Effectivement, on va désormais passer la parole à Cataline qui va nous présenter la problématique de la non-exploitation des données dans la phase de build. Je vais faire remonter tous les intervenants sur scène qui vont se succéder, le temps que tout le monde puisse revenir. Hop. Et donc, pour rappel à tous les intervenants, vous avez donc 7 minutes de timing sur chacune de vos interventions et un message à l'intention de tout le monde. Pour rappel, vous pouvez encore une fois poser vos questions dans l'onglet questions. Nous y répondrons avec plaisir en fin de conférence. Et Cataline, c'est à toi. Merci beaucoup. Donc, oui, pire de ne pas avoir les données, c'est vraiment avoir les données, mais ne pas les utiliser. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on entend par données? C'est une question simple, mais il faut toujours se poser la question. Donc, beaucoup de données de RH sont numériques. Là, on parle des dates, salaire, âge, pyramide d'âge, on a entendu tout à l'heure, ancienneté. Mais beaucoup de données ne le sont pas, comme par exemple un titre de poste, description de poste, compétences, etc. Si on pense à un CV, par exemple, on va dire 10% des données sont numériques et le reste, 90%, ne le sont pas. Il s'agit en fait de textes. Et ça peut être le rôle, les expériences passées, éducation, compétences, centre d'intérêt, etc. Donc, premier problème, c'est vraiment, c'est un fait représentatif de l'ERAS, c'est que 90% de données sont du texte et 10% sont vraiment des données qu'on est habitué, des données numériques. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de standard en ce qui concerne les données textuelles de RH. Par exemple, si on prend un titre de poste, il y a peut-être 50 000 façons de dire développeur de logiciels, qu'on dit développeur full stack, front-end, back-end, etc., etc. Donc, en résumé, le problème, ce n'est pas l'absence de données, c'est au contraire, on a beaucoup de données, mais elles sont au format texte, non structuré, non standardisé. Donc, c'est en fait l'absence de standard plutôt que l'absence de données. Pour l'impact sur la GPEC, c'est comme Justine l'a mentionné tout à l'heure, c'est vraiment le P. Une grande partie de la GPEP, c'est le prévisionnel, donc la capacité d'anticiper les changements à venir. Et les changements négatifs sont particulièrement importants, comme par exemple les emplois qui sont en déclin dû à l'automatisation ou tout simplement le travail à distance ou autre. Donc, il est essentiel de savoir quels sont les employés qui sont les plus touchés par ces changements et à quel moment pour mieux les préparer. Donc,
qu'on parle d'upskilling, de reskilling, ça c'est essentiel pour s'assurer qu'aucun employé n'est laissé pour compte pour les changements à venir. Donc, comment mettre en place ces couches de données, donc le build? Qu'est-ce qu'on entend par le build? Donc, le build, c'est ce que nous devons construire, ces deux éléments principalement. C'est une ontologie standard, donc c'est vraiment la présence d'un standard grâce à laquelle vous disposez d'un grand nombre d'informations sur les emplois et les compétences et sur la manière dont ils sont liés. Ensuite, c'est les algorithmes. Là, on parle de l'IA pour relier vos propres données à l'ontologie standard. Vraiment faire la conversion entre ce qu'on a à l'interne et vraiment le standard. Donc, pour l'ontologie, je pense la pièce la plus importante, c'est peut-être l'ontologie, le standard. Là, vraiment, si on parle, par exemple, de la normalisation de titre de poste, savoir quel est le métier standard derrière chaque titre de poste est crucial. Donc, une fois que nous savons cela, par l'ontologie, on connaît les compétences impliquées dans le poste. Et de plus, parce qu'on a l'ontologie, on connaît aussi pour les compétences en déclin, quelles sont les compétences en déclin, et ensuite, quels sont les métiers en déclin. Donc, alors, on peut aller plus loin. Donc, on peut catégoriser non seulement les emplois en déclin, mais aussi les compétences qui disparaissent, de sorte qu'on sait précisément quelle est la formation nécessaire pour vraiment la remplacer. Là, outre à la formation, on peut créer des parcours de carrière vers les emplois les plus stables. Et vraiment, Justine l'a mentionné tout à l'heure, on parle là notamment de la mobilité interne. Donc voilà, on connaît le déficit des compétences, c'est-à-dire on connaît le déficit de formation et la boucle tourne. Donc, pour conclure, pour essayer dans le temps et conclure cette partie build, donc il faut disposer de l'ontologie, donc build l'ontologie et les algorithmes qui permettent vraiment de valoriser les données. Pour les bénéfices, c'est clair, c'est mieux se préparer à l'exercice GPEC. On l'a entendu tout à l'heure, c'est chiant, c'est long, mais par contre, il y a des bénéfices. On fait ça pour mieux aider les salariés, qu'il s'agisse de formation, de reconversion, de parcours professionnel, mobilité, etc. Au contraire, si nous attendons d'avoir les super données, les toutes complètes, toutes excellentes, etc., sur les emplois et les compétences, là, on peut attendre longtemps, des mois, des années. Et pire encore, au moment où disons, les 18 mois, ça c'est à peu près la moyenne, au moment où les 18 mois sont passés à créer les données, déjà les données sont obsolètes, encore une fois Justine l'a mentionné, et nous devons recommencer à nouveau. Et pendant ce temps, évidemment, nous avons perdu le temps et l'opportunité d'aider les employés à évoluer dans leur carrière. Voilà. Merci Cataline pour cette présentation de la phase build de la GPEC. On comprend donc bien toute l'importance d'avoir un socle de données solide, comme tu l'as évoqué. C'est vrai pour l'ensemble des projets IA que souhaitent mener les entreprises, mais ça l'est d'autant plus lorsqu'on parle de GPEC pour laquelle les données sont souvent éparpillées et loin d'être harmonisées. Justement, à ce sujet, Bruno, tu vas nous présenter la phase suivante que l'on a nommée plan en précisant l'importance de désiloter afin d'apporter de la valeur ajoutée aux données. Tout à fait, oui. Quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises, c'est effectivement cette spécificité française d'avoir une législation qui pose un cadre autour de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, même si dans les pays où il n'y a pas cette législation, je pense que ça doit être une préoccupation aussi bien des services RH que de tout le monde dans l'entreprise. Mais le fait d'avoir cette législation, ça introduit une réalité qui parfois peut être vue comme une contrainte d'ailleurs pour les services RH et aussi pour les managers de terrain. Et il y a souvent un petit décalage en fait entre les soucis qui se posent au service RH qui disent bon voilà, j'ai cette échéance de 3 ans, il faut que je fasse ma GPEC, je sais pas exactement qu'est-ce que je dois mettre dedans, faut que je réfléchisse, etc. Enfin, c'est vu un peu comme une contrainte, un pensum. Et d'un autre côté, les managers de terrain qui sont ceux qui en fait savent quels vont être les besoins à court, moyen, long terme, mais qui
ont autre chose à faire en fait. Ils ont leur service à gérer, ils ont leur travail quotidien à faire, ils ont le nez dans le guidon comme on dit. Et voilà, donc d'où la nécessité quand on peut d'arriver à établir une discussion entre les RH et les managers de terrain pour arriver à construire ensemble la GPEC. Et c'est pour ça que je parle de déciloter, dans la mesure où une chose qu'on fait, nous, souvent dans les solutions logicielles qu'on propose chez Decision Brain, c'est on intègre aussi bien la planification des opérations de terrain que la planification de l'employé des compétences quand c'est pertinent. Je vais prendre un exemple vite fait pour concrétiser les choses. On a travaillé avec une boîte qui s'appelle Vivetic qui gère des plateaux de call center en France, dans la région parisienne, dans la région toulousaine et à l'étranger à Madagascar. Et donc, Vivetic, ils ont cette problématique d'abord opérationnelle, qui est de construire un emploi du temps où on sait au quart d'heure près ce que chaque personne va faire et s'assurer quand on construit cet emploi du temps qu'on va répondre aux demandes des clients. C'est-à-dire que j'ai tel client qui veut que sa outline elle soit ouverte de telle heure du matin à telle heure du soir et que les gens qui répondent ils soient formés à telle et telle et telle chose pour pouvoir répondre efficacement. Donc ça, c'est le besoin opérationnel. Et généralement, en planification, on distingue 3 niveaux, qui est opérationnel, tactique et stratégique. Et là, avec stratégique, on rejoint la GPEC, puisque la traduction anglaise, c'est Strategic Workforce Planning. Et donc voilà, donc au niveau opérationnel, on a le planning qu'on punaise au mur, où on sait qui doit faire quoi. Au niveau tactique, qui est un peu une sorte de moyen terme, on a déjà une première connexion avec les RH, puisqu'en fait, il faut savoir planifier qui va travailler quel jour. Et donc là, on a une connexion avec tout ce qui est congé, que ce soit congé maladie, qui pourrait être annoncé à l'avance quand c'est des longs congés, mais surtout les congés standards. Et ça peut être intéressant déjà d'avoir une intégration avec entre les managers de terrain et les services RH pour pouvoir planifier les congés de manière conforme ou le plus conforme possible, aussi bien aux besoins de service qu'aux souhaits des employés. Ça, c'est quelque chose que, dans la pratique, on s'aperçoit que même quand on a dit, bon, bah, s'il y a un litige, on préfère les besoins de service, en fait, 95% du temps, quand on prend en compte les souhaits des employés, on peut les satisfaire. Et évidemment, au niveau stratégique, si on s'aperçoit que quand on fait le planning, bah, il y a des demandes de certains clients qu'on n'arrive pas à satisfaire, et ce de manière récurrente, parce que soit on n'a pas suffisamment de personnes, soit on a des personnes, mais il se trouve qu'elles n'ont pas exactement les compétences requises pour répondre spécifiquement aux besoins de ce client, eh ben, on répond à cette problématique en mettant en place des parcours de formation, en mettant en place des actions de recrutement. Et là, on touche directement la GPEC, puisqu'en fait, il s'agit de gérer de manière prévisionnelle les compétences pour mettre en place des parcours de formation et les recrutements. Et là, on arrive effectivement à une connexion entre les problématiques de terrain, qui est j'ai besoin de personnes qui maîtrisent telle compétence et où j'ai besoin de plus de personnes à tel poste, et les problématiques des RH qui est, justement, comme ça, je sais quel parcours de formation il faut que je propose. Je vais aller mettre au point un catalogue de formation, je vais aller mettre au point des métriques, des parcours de formation pour assurer les formations, et pas au pif, pas au hasard, des choses qui vont justement répondre aux besoins du terrain. Et idem en ce qui concerne les campagnes de recrutement qui vont permettre de faire tout ça. Voilà, je pense que c'est à peu près ça le message en 7 minutes qu'on peut délivrer. C'est cette notion que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. À savoir que quand on arrive à briser les silos entre les fonctions de l'entreprise, en outillant les choses de façon que chacune des fonctions en question trouve une réponse à son besoin immédiat, et ben ça permet d'articuler les choses qui auparavant étaient vues un peu comme des contraintes, et grâce à un outillage qui est pensé en fonction des besoins de chacun, mais de tous, et ben on arrive
à amener vers une solution intéressante. Merci Bruno pour le respect du timing et pour cette présentation qui nous offre une vision plus concrète de la façon dont il est possible d'opérationnaliser la GPEC et la rendre plus efficiente grâce à des données de bonne qualité. Pour conclure, Ella va présenter des clés pour adresser l'enjeu de la rétention des talents. Il s'agit de notre troisième et dernière étape, à savoir Develop and Retain, autrement dit le développement des talents réinventés par le People Mapping, Review and Careers au cœur de la solution de Palm. Et c'est à toi, Ella. Merci Pierre, bonjour tout le monde. Effectivement, la finalité de ce qui vient d'être dit juste avant, à la fois en termes de collecte de la data, de classification, d'anthologie de la data, et puis ce que vient de présenter aussi Bruno sur la partie planification. En fait, la finalité de toutes les équipes RH aujourd'hui, c'est vraiment de développer et de retenir les talents. Et l'autre jour, je discutais avec, cette semaine, en fait, je discutais avec un client qui est une entreprise en très forte croissance, et en fait qui revoit un petit peu les planifications de recrutement à la baisse, parce que le contexte, il est à la fois commence à devenir un peu incertain, et puis parce que de l'autre côté, la guerre des talents dans laquelle on a vécu il y a là ces 12 à 18 derniers mois, a fait prendre conscience finalement auprès des équipes RH et des managers business que la clé de la performance d'une entreprise, évidemment ce sont les people, mais au-delà de ça, c'est vraiment se focaliser sur le développement des talents qui sont à l'intérieur de l'entreprise, c'est la reconnaissance du potentiel de chacune et chacun, et c'est aussi la capacité d'offrir de la visibilité sur les opportunités de carrière. Et il y a une stat qui en tout cas, moi, me parle beaucoup, que je partage avec vous, et où, en fait, il y a 47% des talents qui vont quitter l'entreprise au bout de 2 ans depuis leur arrivée. En fait, ils vont la quitter pour une raison toute simple, sur laquelle, du coup, nous, on va venir en action. C'est le manque de visibilité sur les opportunités de carrière que l'entreprise peut leur offrir. Et ça, en fonction à la fois de leurs compétences, à la fois en fonction de leur intérêt, mais également en fonction de leur niveau de potentiel et de performance. Et en fait, pour pouvoir résoudre ça, aujourd'hui, les équipes RH sont, on a parlé d'outils, on a parlé de process, on a parlé aussi de data. En fait, il y a un des points qui n'aide pas forcément les équipes RH, c'est que très souvent, ils vont être outillés par certains outils RH qui vont être parfois silotés, verticalisés, et où la data va pas forcément circuler, et ce qui crée évidemment à la fois de la frustration, parce qu'il faut agréger de la donnée, il faut la refaire fonctionner, entre guillemets, pour pouvoir comprendre, quel est le potentiel humain qu'on a au sein de l'entreprise, quels sont les skills qui sont détenus par chaque personne, quel est le niveau de maîtrise aussi de ces skills, et tu en as parlé tout à l'heure, Kathleen, sur finalement, il y a les métiers, mais il y a aussi la détention de la compétence par personne, et comment aussi on peut inverser cette logique de dire on a les emplois et quelles sont les compétences nécessaires, vers une logique de quelles sont les compétences réellement détenues par les équipes qui opèrent au quotidien sur le terrain, et comment je peux en déduire les compétences qui sont nécessaires pour tel poste ou tel poste. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais que une fois qu'on aura identifié les compétences qui sont détenues par les people à différentes échelles et à différents niveaux, tout l'enjeu pour les équipes RH, c'est vraiment de se dire comment je peux identifier pour chaque personne les opportunités de carrière, qu'elles soient vraiment extrêmement personnalisées, et que le endgame, finalement, que chaque personne puisse recevoir ses recommandations via une interface qui lui est dédiée. Mais pour pouvoir y arriver, en fait, il y a une étape qui est indispensable, qui est d'évaluer le niveau de potentiel et de performance à l'échelle. Nous, très souvent, quand on accompagne nos clients, et au début, ils le font par exemple sous Excel. Ils vont le faire aussi, peut-être pas sur l'ensemble de la population, de leurs collaborateurs, mais ils vont peut-être se focaliser sur les top talents, parce que évidemment, ils n'ont pas la data qu'il faut aller chercher dans différents outils, sur le feedback, sur les compétences, sur la rémunération, sur les postes ouverts, sur les formations aussi qui sont ouvertes. Et c'est là où effectivement l'IA aujourd'hui permet d'automatiser cette agrégation de la data, et de raisonner comme finalement
venir assembler les pièces du puzzle pour chaque talent au sein de l'entreprise. Et donc, une fois que cette étape de People Review qui permet de définir pour chacune et chacun son niveau de potentiel et de performance, les RH, les managers sont capables de définir les parcours de carrière et de définir soit des opportunités de mobilité interne, soit des opportunités de développement plutôt promotion. Ça peut être aussi participer à des sessions de formation ou des programmes de développement dans d'autres BU et dans d'autres régions pour acquérir de nouvelles compétences. Et tu en as parlé, Cataline, sur les sujets d'upskilling et de reskilling qui sont des enjeux majeurs aussi aujourd'hui au sein des entreprises. Et puis, la finalité de tout ça, c'est que chaque talent puisse recevoir des recommandations personnalisées sur son développement personnel au sein de l'entreprise. Comment il peut le recevoir? Justine, tu l'as introduit aussi en intro, c'est de faire le lien entre finalement les skills, les people, les formations, les jobs ouverts. Et tout ça, aujourd'hui, c'est possible grâce à de l'automatisation, grâce à la collecte, l'agrégation de la data, grâce à des processus qui viennent digitaliser des choses qui sont faites un peu à la main aujourd'hui. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs, nous, de Palm, c'est de venir dire aux équipes RH, arrêtez de traiter de la data sous Excel. Il y a plein d'outils qui vous aident à construire votre ontologie de skills. Il y a des outils qui vous permettent de planifier vos ressources et il y a des outils qui vous permettent de les développer, de les retenir et de pouvoir le faire surtout à l'échelle de l'ensemble de l'entreprise. Et je dirais que le dernier point, et moi j'insiste énormément là-dessus, nous quand on a conçu Palm, on l'a vraiment conçu comme une plateforme collaborative qui implique autant les équipes RH, mais qui implique aussi les managers dans la connaissance de leurs équipes, dans l'accompagnement de leurs équipes à se développer, et évidemment auprès des talents eux-mêmes qui sont demandeurs de plus d'autonomie et de responsabilité là-dessus. Et je dirais que le rôle des RH, c'est vraiment aussi d'accompagner, d'outiller leurs managers pour qu'ils puissent accompagner au mieux leurs talents, parce que on sait que 70% des talents disent quitter non pas une entreprise, mais le management de celle-ci. Et si les managers ne sont pas outillés, ils ne pourront pas faire le job sur le terrain. Voilà pour moi. Eh bien, merci beaucoup, Ella, pour cette présentation de la phase Develop and Retain de la GPEC qui nous permet de boucler la boucle d'un processus de GPEC au-delà des contraintes légales, mais bien au service de l'épanouissement des collaborateurs au sein des entreprises. En conclusion, nos échanges ont permis d'illustrer l'importance de constamment réinventer la GPEC afin de maintenir l'attraction, le développement et la rétention des talents dans un marché de l'emploi toujours plus bousculé par un contexte dynamique. Et l'IA apparaît comme l'une des solutions pouvant apporter une réponse adaptée à ces enjeux. Nous poursuivrons ces réflexions lors du prochain rendez-vous IA et RH après l'été, donc à la rentrée, qui portera sur l'utilisation de l'IA dans la gestion des talents. Et on va vous reposter dans le chat le lien de notre site IA pour les RH où, j'en profite, vous pourrez d'ailleurs trouver une superbe vidéo de la part de Ella et de son associée cofondatrice Chloé sur la gestion, la GPEC tout simplement, pardon, et vous pourrez la consulter et approfondir un peu votre connaissance sur le sujet. On va pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Il y a eu plusieurs questions de la part de nos participants. Une première de Mathieu. Justine a répondu en direct, donc j'espère que Mathieu, la réponse vous satisfait. Deuxième question, cette fois-ci, de la part de Thierry Souillard. Bonjour Thierry, et heureux événement qui va arriver, si je ne me trompe pas, de votre côté. La question de Thierry, donc au moment où elle a été posée, si je ne me trompe pas, elle est plutôt à destination de Bruno. La question étant, Bruno, comment régler la problématique d'avoir autant de définitions de postes que d'entreprises ayant besoin de recruter pour une fonction donnée? Alors là, il y a plusieurs manières d'aborder la question. Il y a une manière qui consiste à dire est-ce qu'on est à l'intérieur de l'entreprise? Si on reste à l'intérieur d'une entreprise et qu'on veut essayer d'homogénéiser, enfin de donner un sens et une cohérence à toutes les différentes manières de définir les postes, on va revenir à la notion d'ontologie. L'ontologie, elle est là pour justement proposer un cadre sémantique à des termes, à des terminologies. Et donc, c'est évidemment un travail en amont
qui doit être fait par tout le monde dans l'entreprise, généralement piloté par les RH, qui consiste à clairement définir qu'est-ce qu'on met en face de la définition de chaque poste. Rien que ça, déjà, souvent, ça représente un travail assez conséquent. Mais après, il est formalisé dans cette ontologie qui permet d'outiller ces notions, de définir typiquement que si on occupe tel poste aujourd'hui à tel grade, on peut passer dans le même poste à un autre grade ou dans un autre poste à un grade différent en ayant tel parcours de formation, des choses comme ça. Tout type d'outils qui vont permettre ensuite de savoir qu'est-ce qu'on peut proposer. Et c'est le genre de choses qu'on maîtrise très bien mentalement quand on a une dizaine de postes. Et puis quand on commence à avoir beaucoup de postes, beaucoup de grades, beaucoup de formations, c'est là que c'est intéressant d'avoir une machine derrière qui est capable d'appréhender une grande quantité de données et d'automatiser ça, parce qu'en fait, souvent la problématique, c'est pas tiens, j'ai envie de former quelqu'un, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? La problématique, c'est j'ai besoin de quelqu'un qui détient une compétence, qui est-ce que je connais dans mon entreprise qui détient pas forcément cette compétence, mais une compétence qui modulo une formation et permet. Voilà. Et voilà. Après, il y a l'autre facette qui est puisqu'on parle de autant de définitions de postes que d'entreprise, qui est si on veut définir, disons, une ontologie qui soit valable inter-entreprise. Et là, ça va peut-être être au niveau des branches professionnelles qu'on va intervenir. Et là, ça met en jeu de la collaboration entre les acteurs de la branche. Et au final, l'objectif il sera à peu près similaire, puisqu'il s'agira de définir des ontologies ou au moins des taxonomies qui permettront d'harmoniser les choses, sachant que le diable étant dans les détails, chaque entreprise ayant ses spécificités, il y a fort à parier que c'est une taxonomie qui servira de base, qui sera ensuite déclinée au niveau de chaque entreprise dans une ontologie spécifique. Voilà ce que je pense. Merci pour la réponse bien détaillée, en espérant que ça réponde à la question de Thierry. Autre question également de la part de Fabien Homovert. Bonjour Fabien. Le moment où elle a été posée, si je ne dis pas de bêtises, c'était plutôt à destination de Cataline. Et donc la question Cataline est: est-ce que la gestion dynamique de collaborateurs est maintenant centrée sur la formation IA des collaborateurs dans les grandes entreprises? Tu as le micro coupé, Cataline. Est-ce que là, vous m'entendez? C'est bon. C'est bon. Oui, donc je pense que la question, c'est une très bonne question. Je pense que c'est plus large que l'IA. Donc, la gestion dynamique des profils, c'est vraiment, ça nécessite l'IA comme technologie, mais ça peut s'appliquer à beaucoup de postes. Donc, ce que j'entends par ça, c'est on commence par un profil standard d'un collaborateur, par exemple, créé à partir du CV ou de l'intitulé de poste. Et après, on évolue le profil. Donc, on ajoute à ce profil les nouveaux éléments quand ils ont lieu. Qu'est-ce que j'entends par nouveaux éléments? Disons que c'est un cours, donc j'ai suivi un cours. Donc là, on doit ajouter les compétences qui sont associées au cours à mon profil, ou si les compétences existent, je dois modifier les pondérations de ces compétences dans mon profil. Donc ça peut être un cas. Ou peut-être on parle d'un changement de poste. Encore une fois, on regarde le nouveau poste, on prend les compétences qui lui correspondent, on les ajoute au profil ou modifie les pondérations. Et ça peut être n'importe quel élément, par exemple cours, poste, projet transversal, etc. Et comme ça, on maintient à jour le profil et donc tout ce qui est recommandation que ce soit parcours de carrière, formation, etc. C'est vraiment centré sur l'état du collaborateur actuel. Merci, Cataline. Deux autres questions, je pense qu'on arrêtera ici parce qu'après on sera arrivé au terme de la conférence. Donc une autre question, je vais plutôt prendre la question de Laurent et Thierry éventuellement deuxième question si on a le temps. Donc Laurent Balzac qui pose une question: quelle est la différence entre Talent Marketplace et Talent Intelligence? Voyez-vous d'autres nouvelles tendances que la visibilité des opportunités de carrière dans l'engagement et la rétention des collaborateurs? Donc, question ouverte, je pense, à tout le monde parmi les intervenants. Et celui qui se sent le plus à même de répondre peut y aller.
Je vais me lancer, Pierre, parce qu'effectivement, nous, on est sur un modèle de talent marketplace ou talent intelligence marketplace. Moi, je dirais qu'il y a deux concepts clés. Il y a à la fois le modèle de marketplace, donc où on se dit, on vient transposer les usages de la gig economy, du B2C au monde corporate. Donc, c'est une innovation d'usage en soi. Où demain, dans l'entreprise, nous, chez nos clients, typiquement, un talent, il a la capacité de recevoir des opportunités de projets, de formation ou de mobilité interne qu'il peut accepter ou potentiellement refuser, avec des processus qu'on peut définir en amont. Effectivement, c'est le manager qui peut aussi envoyer, publier des offres ou des demandes de mobilisation ou de recherche de compétences. Donc ça, c'est un peu le modèle marketplace. Et je dirais que le modèle de talent intelligence, c'est vraiment comment on prend, on agrège toute la data et toute la puissance et le potentiel de la data RH dans les entreprises, en fait, pour en faire quelque chose. Ce quelque chose peut être, comme ça a été évoqué, du people mapping. Donc, je comprends le niveau de détention des skills, je comprends tous les indicateurs qui concernent chacun de mes talents à l'échelle. Ça peut être un cas d'usage de je peux analyser quels sont les skills qui manquent pour quelqu'un afin qu'il puisse se développer. Et on peut mixer les deux. C'est-à-dire qu'on peut être sur un modèle de marketplace et en même temps mettre de l'intelligence qui va aider les équipes RH, par exemple, à construire des parcours de carrière personnalisés, et ça à l'échelle. Et les nouvelles tendances, parce qu'il y avait deux questions dans la question, les nouvelles tendances, évidemment, c'est de donner de la visibilité sur des opportunités de carrière. Et je dirais, la grande tendance, c'est des opportunités personnalisées. C'est-à-dire que quand je suis un talent, je ne reçois que les recommandations qui me concernent et pas des recommandations standardisées. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qu'on voit également, c'est vraiment d'accompagner avec du contenu et un peu de coaching qui n'est pas forcément toujours interne, mais qui peut aussi venir de l'extérieur. Merci Ella. Et donc pour la deuxième question de Thierry, Bruno est en train de répondre en direct et de taper un beau message. Donc, je vous propose peut-être de clôturer ici. Avant qu'on clôture la conférence, je vous ai poussé un petit email qui est tout simplement la boîte email de contact du groupe de travail RH. Donc, si vous avez des questions additionnelles ou si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les travaux du groupe de travail RH, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email. On y répondra avec plaisir. Encore une fois, pour rappel, toute cette conférence est enregistrée en direct et donc vous recevrez automatiquement, si tout se passe bien, un email pour accéder au replay de la conférence et le replay sera également disponible plus tard sur la chaîne YouTube du Hub Francia. Un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et surtout un grand merci aux intervenants, Ella, Justine, Bruno, Cataline, pour vos belles interventions sur ce sujet de la GPEC. Et rendez-vous à partir de la rentrée pour une nouvelle conférence du cycle IA et RH. Merci tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.